Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Voilà ce qui s'est passé aux États-Unis aujourd'hui. Le reste du monde, on s'en fout un peu. Donald Trump est réélu président des États-Unis. Je vous l'avais dit qu'on y arriverait. On a fait mentir tous les pronostics et sondages mensongers. Le président ukrainien a félicité déjà Donald Trump. Quelles conséquences aura cette victoire sur le front ukrainien? On va make America great again. Je peux faire en sorte que cette guerre soit arrêtée et stoppée. Volodymyr Zelensky qui espère que cette élection aidera son pays. Je pense que je peux régler cette guerre pendant que je suis président et même avant d'entrer en fonction. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Pendant sa campagne, Donald Trump avait assuré mettre fin à la guerre en Ukraine en moins de 24 heures. Sa victoire plonge Kiev dans l'incertitude vu l'opposition des républicains aux aides à l'effort de guerre ukrainien. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs voulu faire bonne figure ce matin, félicitant Donald Trump, je cite, pour son impressionnante victoire. Alors parlons vrai, est-ce que Trump risque de surprendre en politique internationale, comme lors de sa rencontre avec Kim Jong-un lors de son premier mandat? Est-il pour vous plutôt un homme de paix ou un belliciste? Et à cette question, comment Donald Trump peut-il mettre fin à la guerre en Ukraine? Vous dites à 52% grâce à la fin de l'aide à l'Ukraine, 12% par une capitulation ukrainienne, 32% par une partition des territoires russophones et 4% par un retrait total des Russes. Avec nous Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur du livre France, une diplomatie déboussolée, publié aux éditions Inventaire. Un tour de table rapide des vraies voix. Philippe Bilger, vous en pensez quoi? La guerre en 24 heures. J'ai une première certitude, c'est que Donald Trump, le président Trump, fera évidemment quelque chose pour l'Ukraine et dans sa relation avec Poutine. De la même manière comme il a en permanence invoqué ses bonnes relations avec Poutine, j'imagine mal la mise en œuvre d'un rapport de force où il chercherait à dominer Poutine, et je crois plutôt dans le fait, et ça m'inquiète un petit peu, que pour régler le problème, non pas en 24 heures, c'est évident, mais assez rapidement, il aura tendance à lâcher du lest au détriment de l'Ukraine. Françoise de Gaulle. Oui, ça paraît évident que le désengagement est en marche et c'est un secret pour personne. Après, la question est, il y a aussi une marge entre ce que déclare Donald Trump et ce qu'il va faire dans le réel. Hein. On verra bien. Il y a aussi un problème sur l'OTAN, mais là, sur la question de l'Ukraine, moi, je pense que ce que je vois de la réaction des Européens, des élus français, mais même des élus d'autres pays, depuis qu'on sait que Donald Trump est président, il y a quand même eu l'idée que maintenant l'Europe doit prendre les devants et s'engager pour tenter de compenser ce que les Américains ne donneront plus. Ça va être ça le vrai sujet. Est-ce que l'Europe peut compenser l'aide à l'Ukraine que donnaient les États-Unis? François Ozillot. Il a fait beaucoup campagne sur le fait que ça coûtait de l'argent. Et ça, les gens qui votent pour lui, ça les rendait un peu malades, tout cet argent qu'on envoyait en Ukraine. Je pense qu'il est malin sur le sujet, c'est un homme d'affaires, donc il va faire des deals. C'est pour ça qu'il s'entendait bien avec Macron d'ailleurs lors du premier mandat. Lui, banquier, entre hommes qui savent faire des deals, ça matchait plutôt bien, même si la relation s'est assombrie derrière, effectivement. Mais je pense qu'il va ouvrir et refermer le robinet des aides en fonction de la capacité de Zelensky et de Poutine à se parler. J'ai bien dit se parler, pas se mettre d'accord. Et donc il va les obliger à se mettre autour d'une table, à sans doute relancer des négociations et voir quel territoire peut-être certains vont lâcher. Jean de Glignasti, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie. À votre avis, quel type de relation pourrait avoir Trump et Poutine? Parce qu'il faudra évidemment parler avec Poutine pour la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il va faire ça au-dessus de Zelensky ou d'abord rencontrer Zelensky? Qu'il faut dire en Ukraine de Zelensky. Surtout, je crois en tout cas, parce qu'il a été dit est tout à fait exact. Je pense que effectivement, il va chercher à prendre contact avec Poutine. La différence des dirigeants occidentaux précédents, si j'ose dire, c'est que lui, il n'aura pas peur de parler à Poutine. Donc, c'est déjà important. Ensuite, une fois qu'il aura parlé, c'est difficile de dire ce qui va sortir de là, parce que il faut se souvenir que c'est sous Trump qu'on a pris le maximum de sanctions contre la Russie. Donc on a beau se comprendre, mais on a quand même des intérêts qu'on défend. Et Trump a parfaitement joué le jeu, en fait, du soutien à l'Ukraine, parce qu'il a trouvé sans doute que les Russes n'étaient pas assez souples.
Or, je ne suis pas sûr du tout que ces contacts avec Poutine soient fructueux. Poutine, actuellement, il a un objectif, c'est de gagner le maximum de terrain dans le cadre des annexions qu'il a commises, si j'ose dire, pour Zaporizhzhia et pour Kherson et pour finir le Donetsk. Et donc, lui, sa ligne rouge, en tout cas ce qu'il a édicté, c'est l'annexion des 4 oblasts et de la Crimée et la neutralité de l'Ukraine en plus par rapport à l'OTAN. Donc, c'est ça la position de départ russe et on voit, disons, les conséquences sont difficiles pour la Russie à partir de ce niveau-là. Du côté ukrainien, c'est le point faible, évidemment, parce que l'Ukraine, comme il a été dit par un de vos interlocuteurs, l'Ukraine est sensible à l'aide, et l'aide, c'est un levier, et Trump sera en mesure de faire pression sur l'Ukraine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un enjeu pour l'Amérique, un enjeu de face. Après avoir investi pratiquement 200 milliards de dollars, Trump voudra un retour. Et ce retour, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Est-ce que ça peut être des investissements en Ukraine? Est-ce que ça peut être peut-être du gaz, du pétrole, je ne sais pas, mais il voudra un retour. Donc c'est une négociation, comme vous l'avez dit, c'est un négociateur. C'est un négociateur de contrats civils. Je vous en prie. Jean de Gliassi, Philippe Bilger, vous posez une question. Monsieur l'ambassadeur, en allant au bout du pire, est-ce que vous imaginez possible que Donald Trump, pour remplir cet engagement sur sa possibilité de régler les affaires ukrainiennes en 24 heures, puisse tout concéder à Poutine, même au détriment total de l'Ukraine? Je crois que c'est difficile. Parce que, alors on ne sait jamais, Trump est effectivement imprévisible, mais ça serait quand même une défaite en race campagne des États-Unis. Donc la clientèle même républicaine n'est pas désireuse de ça. Elle veut qu'on paye moins, elle veut faire des économies. L'Ukraine n'est pas un dossier fondamental par rapport au Moyen-Orient ou la rivalité avec la Chine, mais quand même. De là à capituler en race campagne après avoir investi tellement d'argent, j'ai des doutes. Je suis d'accord, monsieur l'ambassadeur, oui, une confirmation, je suis assez d'accord en fait avec votre analyse. Et encore une fois, on en revient à la façon de faire de Donald Trump, qui peut être extrêmement déclaratif et extrêmement même bousculant, et qui dans les faits finalement, j'ai le souvenir avec le dirigeant nord-coréen, vous vous souvenez, Kim Jong-un s'était allé très très loin, et en réalité à la fin, on avait passé un accord. Donc je suis d'accord avec vous, je ne partage pas l'angoisse des gens qui pensent que ça va être un retrait en race campagne. L'angoisse ça n'est pas les États-Unis, ce sont les gendarmes du monde. Ce qui m'inquiète le plus, à mon avis, moi, c'est la question de l'OTAN derrière. C'est ça que vous voulez poser comme question. C'est peut-être ça le dossier le plus important. Jean de Gliassi. Alors, par rapport à l'OTAN, Trump est moins catégorique qu'il ne l'avait été dans le passé. Il a été débriefé, comme on dit. Donc, en fait, il va insister, c'est la politique constante des États-Unis, pour que la contribution des pays européens à l'OTAN soit plus importante, pour qu'ils assument une part plus grande, et pour qu'ils achètent du matériel américain. Ça, c'est du concret. S'il se retire de l'OTAN, il va affaiblir de toute façon l'OTAN, parce que son engagement n'est pas le même que celui qu'aurait été Kamala Harris. Mais je ne pense pas qu'il s'en retire. Il va faire paradoxalement de l'OTAN une affaire plus européenne. Un mot en 30 secondes, François Ouzillot.
Le désengagement total, j'y crois pas un seul instant. Il a aucun intérêt à faire ça. D'accord. Il vient de gagner de manière assez large. Il est dans une posture de rassembleur. Et donc, il va jouer le négociateur. Il va vouloir jouer, entre guillemets, le prix Nobel de la paix à la Donald Trump. Hein, je dis ça en plaisantant. Mais il est foutu de l'avoir quand même un jour. On en a vu des pires que lui. Bien sûr, mais on a quand même eu Rabin et Arafat qui étaient deux grands guerriers. Mais je veux dire, voilà. Mais je pense qu'il va s'occuper quand même du sujet et que ça va faire bouger les lignes sans faire de mauvais jeu de mots et qu'il va être en capacité quand même de faire en sorte que les deux se parlent, Zelensky et Poutine. Merci à tous. Merci Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur du livre France, une diplomatie déboussolée, publié aux éditions de l'Inventaire. Merci beaucoup Philippe Bilger, Françoise Degois, François Ozillot, content de votre première. Moi je reviens avec plaisir. Avec grand plaisir. On l'a bien aimé, il a été bien bisuté, on a été cool quand même sur le bisutage. On a été cool. Alors tout de suite vous avez droit à une double ration de Cécile de Bénibus en direct depuis le studio Sud Radio au salon Rent Hall 6 au parc des Expos de la Porte de Versailles. C'est tout de suite, en attendant les incontournables de la gestion de patrimoine.